Todos e todas me escutam bem? Ok. Bem, primeiramente, obrigado a todas e todos por estarem aqui com a gente, um público bastante diverso, que vai enriquecer e engrandecer a discussão, sem dúvida alguma. Quero muito agradecer ao José Lira, a toda a equipe, a Sandra Lima, a Viviane, a Tuca, por todo o apoio para esse evento. Quero muito agradecer à equipe do Consulado da França, em especial a Nadège Mesier, que é a Dida de Cooperação Científica, e ao Guillaume Guéguen, que esteve junto com ela à frente dessa organização e de toda uma agenda, né, de eventos da professora Fabienne Bruger. Agradecer ao querido Alex Moura, que é professor da casa, que é professor de filosofia da faculdade da FEFELESH, da USP, da Universidade de São Paulo, e sem dúvida alguma, agradecer à professora Fabienne Bruger. Bem, vou falar um pouquinho sobre a Fabienne, apenas para também me apresentar, porque senão eu não falo nem meu nome, né? Eu sou Alessandro Francisco, diretor de programa de pesquisa no Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Sou um brasileiro, uma bactéria brasileira, uma bactéria brasiliana ao Colégio Internacional de Philo. Bem, apresento então Fabienne Bruger, que vai nos falar sobre sua última publicação, sua mais recente, melhor dizendo, publicação. Não preciso de muito escrito para falar de Fabienne, porque nossas carreiras, nossas histórias se cruzam desde que Fabienne, professora então na Université Bordeaux-Montaigne, chega à Université Paris 8, onde eu estava fazendo meu doutorado, e ela imediatamente assume a orientação da minha tese de doutorado sobre Foucault dos anos 50. E foi assim que começamos a construir, a tecer, usando uma expressão que a Fabienne usa bastante, a tecer essa amizade e esse trabalho conjunto. Fabienne Bruger, além de ser professora na Université Paris 8, ela ocupou de 2019 até agora fim de 2023 a presidência de uma comunidade de estabelecimentos que unia a Université Paris-Nanterre, Paris 8, o CNRS e diversas instituições associadas à Biblioteca Nacional, chamada Université Paris-Lumière. Então, além de sua competência e excelência acadêmica científica, uma excelência também administrativa no campo da educação superior e na promoção, efetivamente, da pesquisa. Eu, antes de passar a palavra à professora Fabienne, eu só destaco algumas de suas publicações, e são realmente poucas dentre todas. Eu separei aqui L'éthique du Caire, que foi traduzido para o português recentemente pelo querido colega Raphaël Valin, publicado pela Presse Universitaire de France em 2011. On n'est pas femme, on le devient, pela Stock. Et com Guillaume Leblanc, La fin de l'hospitalité et le peuple des femmes en tour de monde féministe. Esse mais recente livro, que discute, vocês verão, de uma forma bastante original e interessante, a importância de Berthe Morisot para o impressionismo e pela via de Manet, vocês vão ver, chama-se La vraie histoire de l'impressionisme, a verdadeira história do impressionismo, Manet, Morisot e os outros. Tá? Quem tiver interesse em conhecer, eu vou deixar aqui em cima e depois todos poderão ver. Nós, então, passaremos a palavra imediatamente à professora Fabienne Bruger, que fará sua conferência. Há uma tradução do texto que eu espero não tenha muitos erros. Eu tentei fazê-la da melhor forma possível e espero que esteja legível. Deixe-me ver só se está cortando aqui um pouco ou não. Não, ok, o texto está inteiro aqui. Então, há uma tradução em que vocês poderão seguir. Se houver alguma dúvida, sintam-se à vontade a alguma coisa acontecer, a me avisar. La tête. D'accord. Et moi, ma tête, ça va. Oui. Oui, je vois. Merci. Obrigado. Está bem assim? Vivendo no limite. Tudo bem?
Ok? Então vou controlando aqui, se alguma coisa acontecer diferente, por favor me avisem. E após nós teremos então uma discussão, Alex Moura, eu com Fabienne e, claro, com a participação de vocês, eu espero. Obrigado Fabienne, merci beaucoup Fabienne Brugère, à vous la parole. Merci beaucoup Alessandro pour cette invitation, pour cette traduction. Merci beaucoup Alex pour cette invitation aussi. Et voilà, je me réjouis d'un côté de la présence du public, pouvoir discuter avec Alessandro qui connaît mon travail depuis longtemps, et puis avec Alex et toute son expertise sur Merleau-Ponty, parce que la suite du texte, ça pourrait être voilà tout un lien à Merleau-Ponty. Donc je vais reprendre la manière dont j'ai ces dernières années travaillé en philosophie de l'art. J'avais un peu laissé tomber ces questions-là, et puis voilà, j'ai eu le projet de les reprendre avec Manet. Et j'aimerais commencer, et là je rejoins mon texte. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier le travail du consulat, pour remercier Nadège, Guillaume, et puis peut-être pour annoncer aussi, voilà, lundi, une discussion avec Serge Pogam autour des questions d'attachement social à l'UNESPI, voilà, de 14h à 16h. Bon, donc, j'aimerais commencer avec une hypothèse qui s'avère opérante, au moins pour la philosophie de l'art européenne. Longtemps, et particulièrement durant les 19 et 20e siècles, l'art a fonctionné dans le régime de l'exception artistique. C'est bien ce qu'écrit Michel Foucault lorsqu'il rend hommage à la musique de Pierre Boulez. Foucault dessine le portrait de l'artiste en homme d'exception. Ce régime de l'exception est clairement conçu par la brisure des règles que l'acte artistique révèle, sans les abolir toutefois, mais en les faisant jouer, c'est-à-dire en les reconduisant jusque dans l'expérience de leur abolition. Ainsi, l'artiste est-il celui qui a cette capacité sociale inouïe d'être dans et hors les règles, à commencer par les règles de l'art, qui, comme l'a bien montré Bourdieu, sont aussi des règles sociales de l'art. Bien évidemment, on peut dire que cette possibilité de l'exception, qu'on peut caractériser comme le domaine de l'écart par rapport aux normes, érige des cas. C'est-à-dire que les artistes deviennent des singularités incommensurables hors normes. L'histoire des arts, mais aussi la philosophie, font le récit de ces cas, capables d'accomplir des transgressions immédiatement perçues et de révolutionner l'art. Ces artistes élaborent une pratique artistique ou des œuvres d'art hors de ce qui était exprimable jusqu'alors, pour révéler une nouvelle expression, tout d'abord dissensuelle, puis un jour consensuelle, car reconnue ou portée au nu. Manet appartient à cette mythologie des cas. On le considère comme l'inventeur de la peinture moderne, inclassable, car non assimilable complètement aux impressionnistes, ses amis, et cela aussi bien selon Malraux, Bataille, mais aussi Foucault et même Bourdieu, ou encore l'historien de l'art américain Michael Fried. J'aimerais remettre en cause cette mythologie des cas, et cela à partir de Manet, même s'il ne s'agit pas du tout de remettre en cause Manet en tant que peintre, et s'il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la peinture de Manet, mais il s'agit de remettre en cause le fait de faire de Manet un cas. Et ce que j'aimerais tout simplement
portée aujourd'hui, c'est la possibilité de replacer Manet dans un tissu ou une trame de la peinture. Donc, qu'est-ce que défaire le cas Manet? C'est expliquer que la grandeur de la peinture de Manet se comprend dans un contexte, des dialogues avec d'autres peintres tout aussi talentueux. La peinture circule et procède par hybridation, cela peut être un peu d'ailleurs deleuzien. Il s'agit alors d'interroger ce moment de la peinture française avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, lesquels nous permettent à la fois de comprendre les relations d'amitié et d'amour, les liens de peinture comme un territoire complexe qui incite à considérer un mouvement, l'impressionnisme, dans sa continuité collective et pas seulement comme succession d'œuvres. Tout sujet humain, même un artiste, est un sujet en relation, investi dans ce que nous pourrions nommer un écosystème de la peinture. Plus particulièrement, j'attirerai l'attention sur ce que l'on peut nommer le dialogue Édouard Manet-Berthe Morisot. Cette dernière était une peintre éminente de l'impressionnisme. Mallarmé, le poète, a tout autant écrit sur Manet que Morisot et de manière tout autant perçante et élogieuse. On peut dire qu'une histoire de l'art caricaturale, ou peut-être dominante au XXe siècle, a réduit Morisot au statut de muse de Manet, puisqu'elle apparaît dans certains tableaux de Manet, oubliant qu'elle était aussi une peintre, sans doute autant révolutionnaire que Manet. Alors, comment et pourquoi sortir du cas Manet? Il s'agit aussi de réexplorer la modernité, le modernisme, souvent associé à Manet par le biais de Baudelaire. Et donc je commencerai par cette question du cas Manet. Quel cas? Et donc je rappellerai tout d'abord, mais c'est sans doute des choses que vous savez, que les peintures de Manet font scandale au XIXe siècle, et je crois qu'on pourrait, dans cette perspective, montrer par exemple Olympia de Manet, ou Le déjeuner sur l'herbe. Elles font rire le public qui vient au salon de peinture, et d'ailleurs de nombreux critiques, au nom de l'académisme, les considèrent comme bâclés, non finis. Manet peut donc correspondre au mythe du génie incompris, qui est bien évidemment toujours mâle et dont les tableaux surgissent de nulle part, sinon de la grandeur de l'artiste, laquelle est toujours de sexe masculin. L'histoire de l'art féministe, à travers les analyses de Linda Nochlin, a montré combien le grand artiste, en général, n'existe pas au féminin, combien la norme du génie est masculine. Bien sûr, si l'on veut comprendre la qualification du cas, il faut revenir à Nietzsche, qui a d'abord loué la musique de Wagner, tant elle s'accordait, selon lui, avec la gravité de l'existence. Le compositeur lui-même, Wagner, est alors qualifié par Nietzsche, je cite, de lutteur sublime. Mais cette préface de la naissance de la tragédie a été suivie en 1888 par une descente en règle du compositeur allemand. Wagner est alors devenu un cas, une singularité qui annonce une chute. L'étymologie de cas, casus en latin, étant d'ailleurs une traduction du grec tosis, proprement chute. Il n'est plus alors pour Nietzsche, ce musicien incroyable, capable de répondre à un monde contemporain qui a besoin de métaphysique, mais Wagner devient celui qui participe de la fin d'une modernité décadente. Le musicien qui fut tant adulé par le philosophe devient celui
qui porte à son paroxysme ce que Nietzsche nomme une dépravation du goût des jeunes gens, et aussi celui qui porte la décadence d'une époque rabougrie. Son art est désormais considéré comme malade, tant il manque de précision, d'efficacité et de beauté, face à un Bizet qui nous attache, selon Nietzsche, aux passions, dans Carmen par exemple. Selon Nietzsche, l'exceptionnalité et le génie de Wagner conduisent à une décadence de la modernité devenue trop crue, trop brutale ou trop artificielle. Et donc Wagner est celui qui, dans cette appréhension finale de la modernité, a fait abandonner toute envie d'écouter de la musique. Tant précisément, les contrastes chez lui deviennent incompréhensibles selon Nietzsche, les mythes saturés et les sons disharmonieux. Une musique donc malade, moderne jusqu'à l'os, pourrait-on dire, est une musique sans auditeur, ou plutôt sans auditeur sincère. Et Nietzsche prétend nous dire, enfin en tout cas nous révèle plutôt, qu'il préfère écouter la musique française, cette musique de Bizet, qui est une musique méditerranéenne, qui d'après lui suggérerait la vie sous le soleil, les passions fortes et la mort spectaculaire. Sa musique, la musique de Bizet, serait réelle, elle se fait en chair et en os, contrairement à la musique de Wagner, qui symbolise justement l'épuisement de la modernité dans des mythes germaniques auxquels personne ne croit. Donc, la grandeur de Wagner est vide, elle est formelle, elle est sans émotion. Il y a cette phrase de Nietzsche qui est assez étonnante, je la cite, « Tout devient grand, Wagner lui-même devient un grand homme, quel prudent serpent à sonnette ». L'image du serpent à sonnette n'est pas utilisée au hasard. La musique de Wagner est comme un venin qui peut tuer la musique elle-même au nom du grand artiste. Il faut entendre les sonnettes qui préviennent de cette nocivité du cas Wagner. La question est de savoir si Manet n'est pas lui aussi un cas dont on peut à la fois louer l'originalité formelle tout en considérant l'épuisement de la modernité ou l'oubli de la belle peinture. Bien sûr, le cas Wagner tient dans le diagnostic d'un contemporain, d'abord ami du musicien, philosophe qui aime les arts et décide que son évaluation fait penser, ce qui peut aussi poser problème. Le cas Manet est construit, lui, au XXe siècle, à travers une histoire qui consolide jour après jour sa place dans l'avant-garde. Manet est bien devenu au XXe siècle l'inventeur de la peinture moderne, alors même qu'il fut d'abord considéré en son temps comme un peintre réaliste ou impressionniste, un parmi d'autres par ses contemporains. On a fait de Manet un cas, un mythe, par lequel se révèle l'intimité d'une modernité qui pourrait tout autant être vouée à l'épuisement. Quelle est donc cette modernité exprimée par le cas Manet et qu'il nous faudrait déconstruire pour rétablir le régime de vérité de l'impressionnisme? Quelque chose comme finalement une nouvelle épistémée impressionniste. Je dirais que la modernité de Manet est d'abord un mystère, une incohérence, une incongruité, et elle tient dans une obsession de la peinture. Manet peint, il sait peindre, mais il ne sait pas ce qu'il peint, comme si sa création relevait d'un mystère épais ou encore d'une inconscience qui place l'œuvre bien au-delà de l'artiste. Foucault ne s'est pas seulement intéressé à la peinture de Manet,
c'est-à-dire sa peinture, seulement sa peinture, comme il l'écrit, mais il consent à l'idée que le peintre ne suit pas une idée, un plan d'ensemble ou un courant. Et donc il rejoint Bataille sur cette idée que Manet aime les incohérences, comme le petit chat noir, alors je ne sais pas si on le voit bien, il est juste là, comme le petit chat noir dans Olympia, ou encore comme justement la femme nue, avec des hommes qui, eux, sont habillés en jaquette, dans Le déjeuner sur l'herbe, ou encore comme cette asperge complètement esselée sur le bord d'une table, presque sortie d'ailleurs d'un tableau de Chardin. Sa peinture, en tout cas, échappe aux cadres qui n'ont pourtant pas manqué de se présenter pour en rendre compte. Et donc, Manet est un cas au sens où le cas est hors du cadre. Il peut toutefois fabriquer un nouveau cadre, construire une linéarité de la peinture à travers laquelle toute singularité trouve une place ou une explication. La peinture de Manet, très vite, sera faite moderne car elle libère la création du carcan de l'histoire qui avait ses propres contraintes. Et on sait combien Manet est différent de Poussin, mais encore de Delacroix, dans cette tentative qui fut celle de Poussin, mais encore de Delacroix, de raconter une histoire, de faire apparaître une cohérence qui est exprimée par la liaison des personnages ou par la présence d'objets signifiant devenus nécessaires. On peut dire que la peinture de Manet s'absente des formes majestueuses qui ordonnaient le passé ou qui représentaient un monde commun mythologique ou religieux qui était encore à la fin du XIXe siècle, en tout cas dans les années 1860-1870, rassurant pour le public. Elle annonce certes quelque chose comme un temps nouveau, celui d'un art qui ne saura plus faire avec la hauteur de la narration. Manet cesse de représenter, il met en crise le sujet du tableau en détraquant définitivement le modèle représentatif de la peinture qui avait installé un processus de représentation d'histoire considérée comme importante, transmissible à travers les générations ou pouvant servir d'exemple pour la conduite humaine. On peut dire qu'avec Manet, effectivement, le modèle de la représentation est réduit à néant. Deuxième moment, le cas dans la modernité. On connaît la conception baudelairienne de la modernité exprimée dans Le peintre de la vie moderne de Baudelaire. C'est l'idée du poétique dans l'historique, de l'éternel dans le passager. L'artiste moderne est celui qui héroïse le devenir ou qui idéalise le devenir grâce à une imagination créatrice et non reproductrice. S'agit-il de cela chez le cas Manet, Manet qui était un ami de Baudelaire? Comment Manet se situe-t-il exactement dans cette modernité esthétique qui dessine une profondeur du présent, seule présente chez l'artiste ou le poète? Il y a bien plus que Manet, il y a bien plus que Baudelaire chez Manet, ou plus exactement, il y a chez Manet une obsession de la réalité, un réalisme de la peinture. Et si on dit cela, peut-on dire alors que Manet incarne l'attitude de transfiguration baudelairienne du présent? Quand Manet écrit « Je fais ce qui est et non ce qui n'est pas », ou encore « Je peins ce que je vois
et non ce qu'il plaît aux autres de voir. Il témoigne alors d'une mission de la peinture, donner à voir ce qui est. Donner à voir ce qui est peut choquer, intriguer, mettre en colère le public, le faire rire, tant l'habitude de la perception de la peinture tient alors à une tradition qui idéalise le monde au nom d'une suprématie de l'idée sur l'exécution. Et Edmond Bazire, critique, écrit ainsi au sujet de Manet « Peindre d'après les yeux, non d'après l'imagination, fut son programme ». La manière de Manet de faire de la peinture ne correspond pas, à mon sens, à la poésie de Baudelaire, qui est un hymne à l'imagination, à la transfiguration de la pauvre réalité. Baudelaire est romantique, l'art est héroïque. Il ne reste rien de cet héroïsme dans la peinture de Manet. Ce peintre qui tient à peindre ce qu'il voit, à exprimer son rapport à la réalité et à des formes de vie de l'époque à laquelle il appartient. Et celui qui a sans doute très bien rendu raison de cette dimension de la peinture chez Manet, c'est Stanley Cavell, lorsqu'il écrit, je cite, « Chez Manet, la peinture a été forcée d'abandonner la ressemblance précisément à cause de sa propre obsession de la réalité. » Et donc Cavell suggère que l'obsession de la réalité conduit Manet à délaisser les artifices de la peinture. Mais cet abandon creuse et amplifie en même temps les conditions de possibilité d'un pictural affranchi de la ressemblance. Donc, libérer la peinture de l'invention de la photographie. On peut dire que c'est sans doute à ce moment-là y introduire la possibilité d'exprimer le réel encore plus directement. Et ce serait cela le sens du réalisme de Manet. Il est très juste de considérer une sorte d'obsession de la réalité chez Manet, un réel à peindre absolument partout et sous toutes ses formes. Mais une réalité que l'on peint ne ressemble pas forcément à ce que l'on appelle généralement la réalité. Manet nous permet de nous interroger sur la liaison avec la réalité. Sa peinture, qui ne produit pas des images qui ressemblent à ce qui était prescrit à la peinture quant à la réalité, crée une nouvelle relation de la peinture à la réalité. Et si l'on tente de qualifier cette notion de réalité chez Manet, on peut dire qu'elle se joue dans une certaine brutalité dans l'usage des formes, qui est aussi une nouveauté dans l'usage des formes. La réalité, selon Manet, est une réalité dissonante et immédiatement picturale. Elle manifeste une dissemblance avec la réalité perçue. Elle est, selon les mots de Malraux, qui à mon avis a très bien compris à ce moment-là ce qui se passait, picturalisée. Ainsi, les objets ne tiennent plus leur place par leur utilité ou ce qu'ils symbolisent, ils deviennent de purs phénomènes colorés, en bleu, en noir, en blanc, en vert. Par exemple, le verre à pied à moitié rempli d'eau et qui contient de roses, de couleur blanche et rose, dans le bar aux Folies Bergères. Peut-être qu'on peut, du coup, voilà. Ce verre n'a rien à faire devant le comptoir de la serveuse rousse et mélancolique qui nous regarde de manière détachée dans cette toile de Manet. Ce verre est une pure présence de la peinture, un ensemble de taches qui se joue du corsage en velours sombre de la jeune femme. La peinture est un spectacle. Là, il y a un devenir peinture du monde. Et donc, on peut dire qu'à partir de Manet, les peintres prennent soin de la peinture, leur attachement est désormais
dans la peinture elle-même, la peinture devient le lieu de l'ordinaire ou encore du processus ininterrompu de la vie. Troisième moment, Manet avec Morisot, ce que le genre fait à l'impressionnisme. Toutefois, dans ce combat de la peinture pour la peinture, de la peinture devenue réalité, Manet n'est pas un cas. Il est en dialogue, en relation, en affinité avec d'autres peintres. J'aimerais introduire le dialogue spécifique avec Berthe Morisot, qui défait le cas Manet pour refaire l'impressionnisme à partir de cette question que l'on peut appréhender comme féministe. Pourquoi Morisot a-t-elle été effacée de l'histoire de l'art au XXe siècle, alors même qu'elle est une figure fondatrice et centrale des impressionnistes? Pourquoi a-t-on préféré bâtir des cas comme celui de Manet et supprimer les échanges avec d'autres peintres, supprimer les comparaisons, les influences réciproques? Une conviction, un indice et une thèse sur le canon vont me permettre de tenir cette argumentation. Et peut-être on pourrait d'ailleurs montrer quelques toiles de Berthe Morisot sur lesquelles je reviendrai. Donc tout d'abord une conviction qui anime tout mon travail philosophique sur l'art. Il est nécessaire de désindividualiser notre rapport à l'art et de mettre en doute tous les énoncés picturaux enracinés dans la défense du grand artiste et du chef-d'œuvre par le biais du canon. Comme l'écrivent Deleuze et Guattari, je pense qu'au Brésil, il faut citer Deleuze et Guattari, on peut critiquer la psychanalyse, désolé, je vais faire une critique de la psychanalyse, ça au Brésil, c'est pas terrible non plus, qui n'a jamais vu qu'un trou, qu'un père, un chien, là où il y a des multiplicités sauvages, ajoutant, on reproche à la psychanalyse de s'être servie de l'énonciation édipienne pour faire croire au patient qu'il allait tenir des énoncés personnels, individuels, qu'il allait enfin parler en son nom. Ça, c'est la phrase de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Donc, selon Deleuze et Guattari, la psychanalyse aurait recouvert la puissance sans nom de la conscience en la redéployant dans l'histoire familiale, laquelle fait toujours revenir vers ce que le sujet croit être son individualité. Et donc, du point de vue de Deleuze et de Guattari, il faut pouvoir retranscrire quelque chose du trou noir des multiplicités sauvages. Les multiplicités forment des agencements hybrides ou encore nouent des zones de frottement qui sont tout autant de zones de désir. Manet et Morisot, c'est une appréhension d'un régime de multiplicité et l'histoire de l'art féministe qui fait revenir sur le devant de la scène la peinture de Morisot dans un contexte avec des sujets en relation et non comme une individualité peut nous aider à comprendre cette zone de l'art qu'est l'impressionnisme. Et je vais le faire par le biais donc de la question du genre. J'aimerais ensuite énoncer un indice dans le cas de cette critique du cas Manet, indice qui souligne ce dialogue entre les deux peintres que dans mon livre, je me suis amusée à appeler Marisot. Mais comme m'a dit quelqu'un, on pourrait dire aussi mot, on pourrait commencer, parce qu'en commençant par on commence quand même par Manet. Enfin bref, Marisot, d'un seul nom en tout cas qui réunit les deux, comme un art à deux têtes et qui témoigne de tous ces flux cachés qui élargissent notre appréhension de l'histoire des arts. Berthe Morisot, dans cette toile qui s'intitule « Vue du petit port de l'Orient », qui représente d'ailleurs sa sœur Edma à l'Orient, lorsque Manet voit cette toile, il est effaré par cette scène de plein air où la femme à l'ombrelle se fond à la fois dans l'eau et le ciel. Il comprend tout ce que peut permettre de peindre le plein air, jusqu'à présent méprisé par lui, à savoir des fixations d'impression où la nature devient un environnement chatoyant, à même de diversifier les coloris
à travers des touches claires et légères. Et c'est à ce moment-là que Manet va marcher à Paris, qui va rendre visite à Monet à Bougival, et je crois qu'on en a quelques toiles représentatives. Il est à Boulogne également, sur les plages de Normandie. Il devient en quelque sorte un impressionniste sans carte. Il veut faire du plein air pour la multitude de touches intenses que crée la lumière. Manet, désormais, peint plus clair et cherche des atmosphères. Ça, c'est l'indice. Enfin, je souhaiterais dégager une thèse de ce dialogue dans lequel on pourrait aussi citer l'admiration, bien sûr, de Berthe Morisot pour Manet, particulièrement quand elle découvre le balcon, tableau dans lequel, d'ailleurs, l'intensité de son regard, puisqu'elle est au premier plan en tant que modèle, habite la toile, contrairement aux autres paysages, aux autres personnages, comme si un peintre regardait un autre peintre, comme si la peinture regardait la peinture. Et c'est ça qui m'incite à tenir cette thèse du dialogue ou de l'échange au nom de la peinture et de l'associer à une critique du canon que je vais maintenant essayer de développer. On sait que l'histoire de l'art, mais aussi tout ce qui constitue une théorie ou une philosophie de l'art, fonctionne à la simplification. Et cette simplification est souvent portée par un genre, le masculin. Le chef-d'œuvre est le fruit d'un grand artiste qui est de sexe masculin, et je citais tout à l'heure les travaux de Linda Nochlin. D'ailleurs, Bataille, qui fait de Manet l'acteur majeur d'une métamorphose de l'art, mesure en même temps, dans son texte sur Manet, les limites de son investigation. D'une part, Manet est ce point de bascule de l'art malgré lui, et je cite justement Bataille, qu'est donc Manet, sinon l'instrument de hasard d'une sorte de métamorphose. Donc là, il serait Manet celui qui oriente l'art sans le savoir, mais Bataille ajoute, au détour d'un paragraphe, comme un doute, le charme de Manet n'est-il pas fait d'indécision, d'hésitation, sans Berthe Morisot, où il rencontra ce double enchantement, le talent du peintre, la beauté du modèle, sans parler du caprice de l'intelligence. Manet n'aurait peut-être pas fait de peinture impressionniste. Manet n'avait peint jusque-là qu'à l'atelier des tableaux sombres. Et on pourrait bien sûr continuer la citation. Il faut toutefois noter que Bataille réitère la lecture de genre en assignant Morisot au talent et en lui retirant par avance le génie de Manet. Cependant, son analyse reste pertinente sur un point. L'exceptionnalité de Manet suppose des rencontres, dont celle complètement hors norme de Morisot. C'est même la rencontre avec Morisot qui permet à Manet de rejoindre l'impressionnisme, d'y trouver une nouvelle inspiration quasiment à tâtons. Alors, pourquoi a-t-on omis, au fur et à mesure du XXe siècle, de mentionner cette dimension d'hybridation, de fluidité et de partage de cette peinture nouvelle en train de se faire? Pourquoi Manet est-il apparu, à part ces dernières années, comme une exception, un père de la peinture moderne? Je crois qu'il faut faire intervenir à ce moment-là le problème du genre. Et le problème du genre dans l'art apparaît dans toute sa crudité. Pourquoi les œuvres de Morisot ne sont-elles jamais considérées comme des chefs-d'œuvre, et pourquoi a-t-on mis de côté son rôle éminent dans l'histoire de l'art, alors même que de son vivant, elle fut plusieurs fois considérée comme chef de file de la peinture impressionniste, et on peut à ce titre d'ailleurs mentionner l'amitié de Berthe Morisot avec Monet. Griselda Pollock a analysé très précisément ce processus de construction d'un art du chef-d'œuvre masculin, supposant lui-même
la mise en place d'un artiste exceptionnel que l'on peut très bien, à certains égards, nommer génie. Cette historienne de l'art américaine, féministe, évoque la régulation sociale du champ artistique en introduisant le terme de canon, lequel, conformément à son étymologie grecque canon, signifie règle ou standard. Le canon pose ce qui fait valeur esthétique en art, c'est-à-dire, comme elle l'écrit, établit, je cite, ce qui est incontestablement grand, mais aussi ce qui doit être étudié comme modèle dans le domaine de la culture. Le canon est ainsi produit par des artistes de génie qui produisent des chefs-d'œuvre. Manet en est un, Morisot non. Et à ce titre, Griselda Pollock s'intéresse aux exclus de la consécration artistique, les femmes et les non-européens, le genre et la race étant des normes déterminantes dans cette exclusion. Le canon est ainsi politique dans ses formes d'exclusion et quand il inclut, c'est de manière sélective quand des exclusions deviennent trop criantes et menacent le régime hégémonique lui-même. Comme l'a analysé Simone de Beauvoir dès le deuxième sexe, les exclus sont constitués en autres, mais plus encore, ils se servent de ce stigmate et se différencient du canon par des discours de l'autre. Le recours au féminisme permet la production d'un discours de l'autre qui refuse la suprématie de la masculinité dans la sphère de la création artistique. Ainsi, en 1990, à New York, les analyses féministes de l'histoire de l'art conduisent Linda Nochlin à proclamer qu'il faut tirer sur le canon, firing the cannon. Je ne sais pas comment ça pourrait se dire en portugais, ça serait sûrement très beau. Et à ce titre, le féminisme peut alors investir le domaine de l'histoire de l'art, défaire des ordres de grandeur masculinistes, mais il ne doit pas être par ailleurs une simple réaction. Et pour Griselda Pollock, il y a bien cependant de nombreux dangers épistémologiques, comme celui qui consisterait en imitant le modèle dominant, à transformer le rapport au père à un rapport à la mère en déployant un ordre maternel ou féminin de l'art. C'est bien évidemment d'autres choses dont il s'agit chez Linda Nochlin ou Griselda Pollock. Ce qu'il s'agit plus précisément, c'est d'analyser un espace multipositionnel, des déformations multiples du canon, ce canon qui avait organisé un mode de vénération de l'artiste qui est en même temps une forme de narcissisme masculin. Et donc il s'agit d'une certaine manière d'expérimenter des contre-hégémonies, des formes de résistance dont les différentes stratégies nourrissent le futur de l'art et de la culture avec différentes postures, des postures de différenciation et d'identification à un groupe, mais aussi des postures de négociation ou de fertilisation avec le canon, mais aussi des postures de résistance à toute incorporation. Tout cela maintient le discours sur l'art vivant dans le cadre général, et c'est ça qui est très important, d'un scepticisme à l'égard du grand artiste, toujours de sexe masculin, toujours de culture européenne. Dans ce processus, les femmes et les féministes ont un rôle, construire, je cite, des subjectivités hybrides, bricolées à partir de ce que la culture phallocentrique leur offre. Fin de citation. On peut dire que le Camanet n'est pas seulement habité secrètement par l'artiste et muse Morisot, comme cette figure discrète et intense
qui le mène vers l'impressionnisme selon Bataille, mais on peut affirmer qu'il est défait par l'introduction de la question du genre, qui investit le canon et invite à sortir du langage du chef-d'œuvre, du grand artiste, ou encore de l'art pour l'art, tant ces mots ont élaboré un binarisme dans l'art qui est une simplification des pratiques au nom du pouvoir du masculin. Le canon porte en lui la violence des normes qui gouvernent le genre dans la peinture. Morisot avait d'ailleurs diagnostiqué cette violence, même si elle a toujours réussi, dans une certaine mesure, à la contourner pendant justement qu'elle peignait, à la rendre moins opérante, mais elle était d'une extrême lucidité. Je reprends cette phrase qu'elle a déployée dans une lettre: « Je ne crois pas qu'il y ait un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. » Et cela au XIXe siècle, autour des années 1870-1880. Quelle lucidité! Le sentiment de supériorité des hommes est systémique et se reproduit dans la peinture, quoi qu'il en soit du talent des femmes. La production de sujets sexués, le long d'un axe différentiel de domination, empêche l'émancipation des femmes. Et attention, Morisot ne veut pas faire une peinture de la différence, qui ne serait qu'une peinture de femme. Elle veut être peintre au même titre que Manet, Monet, Degas ou Renoir. Le pouvoir du genre nous permet de dire que précisément l'idée de Morisot est justement d'être en quelque sorte un sujet, on pourrait dire, comme les autres. Et donc, en guise de conclusion, je dirais qu'il ne s'agit pas, dans l'analyse de ce qu'on pourrait appeler les zones de frottement entre Manet et Morisot, il ne s'agit pas d'exhiber une différence. C'est pas ça la question, parce qu'on renouerait avec la question du cas, d'une certaine manière, l'envers du cas. Il ne s'agit pas d'exhiber une différence, celle de Morisot qui consisterait à affirmer l'identité héroïque d'une peinture féminine, la tâche d'une philosophie de l'art féministe qui peut s'inspirer à la fois des travaux philosophiques, comme par exemple ceux de Judith Butler, mais aussi de l'histoire de l'art de Linda Nochlin ou de Grisella Pollock, et de formuler, à travers l'analyse d'un moment de la peinture, plus ou moins habité par la nouveauté qu'est l'impressionnisme, une critique des catégories de l'identité en art. De cette manière-là, on peut construire un sujet du féminisme en peinture qui ne se réduit pas à une simple réparation historique, laquelle risque toujours de rester à côté et qui finalement tiendrait encore une forme d'idéalisation forte du canon. L'importance de l'entreprise féministe se manifeste alors dans la nécessité de faire surgir la vérité. C'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est pourquoi j'ai appelé le livre « La vraie histoire de l'impressionniste ». Il y a un peu d'ironie là-dedans quand même. Mais en tout cas, faire surgir la vérité, c'est-à-dire des subjectivités de peintres hybrides, des circulations de pratiques ou des rencontres déstabilisantes, recomposantes ou décomposantes. L'impressionnisme, avec Morisot, est l'une des formes de cette peinture en circulation, en relation, qui sait que les cas sont à défaire au nom des espaces de la peinture. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, merci beaucoup Fabienne Grugère.
de votre conférence. Vamos abrir, então, primeiramente, eu gostaria de convidar o Alex Moura, da USP, da professora de filosofia da USP, para iniciar a discussão, e em seguida nós abrimos. Por favor, Alex. Obrigado. Não sei se você vai falar, se você vai fazer a pergunta em português ou em inglês, fica à vontade. Eu vou fazer em inglês, mas primeiro eu vou agradecer. Merci, Fabienne. Primeiro, gostaria de dar boa noite a todos, agradecer a professora Fabienne, estou muito honrado com o convite, dividir a mesa com você, agradecer ao Alessandro, ao Zé, à Nadege, que trabalharam muito para que esse evento acontecesse. Eu fico muito contente que o Departamento de Filosofia e o Centro Maria Antônia estejam mais próximos, espero que seja a primeira de várias ocasiões, e o mesmo eu digo em relação à Fabienne. E agradecer a todos aqui presentes. Eu vou fazer a pergunta em inglês, eu tomei essa liberdade para que eu... So I've told you I will ask you in English. I would like to congratulate you a lot for your presentation. It was really, really good. I've taken some notes, but I've already taken some notes when I read. And I will try to reconstruct something that you explained, the line of your argumentation, and then you correct me, please. And then I will do just 2 questions, okay? If I understood well, you start your presentation by opposing something that I would like to listen to, the idea of a mythology. That's a good idea. I would like to hear you about why you choose this word. Because we covered the idea of genio or geniality, but you didn't use the traditional or the Kantian comprehension. You introduced this idea by the notion of a mythology. It's an interesting choice. And if I understood well, you opposed this idea to something that you call a context, but it's not exactly this word. I would listen to you if it has something to the idea of episteme that you bring from Foucault. Because when you introduce this idea that the artist somehow expresses the dialogue, the context, the political dimension, the history dimension, somehow I would like to listen if your Foucaultian influence appears here, because it's something like the idea of an episteme that gets expressed through the artist. When I read your text, I really thought it was really, really close to Merleau-Ponty. I know this is not your first influence, but as we talked before, there is such a strong idea of an expressivity that happens through the artist. The artist somehow is someone who expresses this creativity that belongs to the being somehow. But I heard your text, and I think you have something more Foucaultian, something that is like a net that passes through the artist. And somehow you opposes this to the mythology of a genio. After that, you show how Manet is a real... He's really something who introduces modernity, if I understood well. So you agree with this thesis. Somehow he introduces fundamental aspects of the modernity. But what you disagree is that only he has done this, if I understood well. The idea, when you bring these notions of originality, disindividualization, and gender, somehow these ideas are ideas that are modern, if I understood well,
that appears in Manet, but not only in Manet. This is the problem. When you introduce the idea of a dialogue, I would like to ask you if the dialogue somehow, this transition that one subject can connect to the other, somehow can participate from the other. Because the order, I'll just say for you 1 second. You said the idea of individualization, gender, and dialogue. This is the point. Somehow, when I saw your text, I would like to comprehend if the gender is a pass-through between individualization and dialogue. Because you construct your text like this. Like if the dialogue opens, or better, if the gender opens to the dialogue, this gender perspective. And then when you were discussing the idea of a canonical reference, you used two concepts, very interesting. Deformation, that is a very strong idea for Merleau-Ponty. When he reads Malraux, the main point that he gets from Malraux is the idea of deformation. And the other idea of no identity. That's your conclusion. So somehow, maybe this rethinking of the canonical reference passes through an idea of deformation, if I understood well, and the idea of no identity. I would like to listen you a little about this, what I think is a very good path, and to ask you, because in 2 moments you defended this idea of no identity or disindividualization. I would like to ask you, how does it work? Disindividualization passes through gender, passes through dialogue, passes through... How this process of this individualization in art, but of course in this canonical reference, happens, and how does it open to this hybrid subject? Because I think your text, if I understood well, constructs a path. Yes. You start from the idea of genuine, and you arrive to this no subject, or this subject. And your argumentation is the path through this. Manet is not a case, but it's an occasion for you to show how this opening to a gender perspective, then to a dialogical perspective, then to a hybrid perspective, can conduct to a new notion of subject, if I understood. Yeah. So I have no specific questions. I just try to rebuild a little your text, of course with many thoughts, and I would like to listen you a little more about this. But congratulations, excellent. Thank you very much, Alex. And you can answer in French. So I speak French, but... Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui? Acho que tudo bem, a resposta ser em francês, talvez, seja melhor até, talvez. Ok. En français, alors. Bon. Incorrigible, les Français. Hein. Vraiment, Alex, merci pour ces remarques, parce que je dois dire que voilà, la discussion de mon travail sur l'art au Brésil s'annonce vraiment bien, et que ce que tu me dis sur le fait qu'en fait on pourrait sur ce texte aller plutôt vers Merleau-Ponty qu'en rester à Foucault, c'est très intéressant. Mais je vais revenir à tes quelques questions. Sur l'opposition, effectivement, entre la mythologie et de l'autre côté, la perspective du contexte ou du dialogue. Il faut que je précise. La mythologie du génie, c'est effectivement, ayant par le passé, quand j'ai fait ma thèse, beaucoup travaillé sur Kant et puis sur tous les Anglais, les Écossais qui étaient sur des perspectives différentes de celles de Kant. Je voulais pas reprendre effectivement le texte de Kant lui-même dans la critique de la faculté de juger sur le génie, parce que le texte de Kant, il dit autre chose. Ce que dit le texte de Kant, c'est que
le génie, c'est la manière dont les règles de la nature entrent dans l'art. Et c'est pas ça que j'ai repris. Ce que j'ai repris, c'est effectivement ce que j'ai appelé une mythologie du génie, ou on pourrait dire aussi une vulgate du génie. Le fait que, eh bien, le génie, dans la manière dont on a écrit l'histoire de l'art, dans la manière dont on a écrit parfois la philosophie de l'art, eh bien, on a développé cette mythologie du génie, grand artiste, et bien sûr celle qui par excellence met cela en avant, c'est Linda Nochlin dans son livre sur le grand artiste. Donc oui, c'est bien vraiment la question de ce qu'on peut appeler la mythologie du génie, d'une certaine manière, d'un point de vue féministe. Et aujourd'hui, dans la conférence, je ne suis pas rentrée dans le détail du livre parce que ça ferait trop de choses, mais la notion de contexte, de dialogue, elle renvoie à la possibilité d'élaborer une épistémé dans le livre, qui est une épistémé impressionniste, qui se rediscute justement à partir de ce contexte, de ce dialogue, et qui est un régime de vérité au sens foucaldien du terme, c'est-à-dire que dire que l'impressionnisme est une épistémologie, c'est dire l'impressionnisme n'est pas l'assemblage de cas, justement, mais il est un régime de vérité qui est fait d'écart, parfois de séparation, parfois de rupture, parfois de différence, mais tout ça définit quand même quelque chose qu'on peut rassembler sous le terme d'épistémé. Mais alors justement, en venant ici ce soir et en commençant à discuter avec toi, je me dis mais bien sûr, la notion d'expressivité chez Merleau-Ponty, elle serait particulièrement intéressante pour justement expliciter, enfin faire une suite, en tout cas expliciter ce contexte, ce dialogue ou cette épistémé. Et en fait, quand on est à l'étranger, on est toujours un peu plus loin de sa vie ordinaire. Et du coup, mais je me suis souvenue quand même que par le passé, j'ai beaucoup travaillé Merleau-Ponty sur l'art. Le texte d'Ansigne sur Matisse, et puis bien sûr le doute de Cézanne, l'œil et l'esprit. Et il est fort possible qu'il y ait un petit bout d'inconscient merleau-pontien dans ce texte, mais il faudrait que je le retravaille, parce que c'est bien évidemment, s'il y a un philosophe, en tout cas qui, dans le registre de l'art, bien plus radicalement que Foucault, pense à défaire les cas, c'est bien Merleau-Ponty. Donc, et c'est bien par le biais de la notion d'expressivité, et c'est bien par toute une compréhension de la création artistique. Donc vraiment merci déjà là-dessus. Et ensuite, alors sur la modernité, je pense de plus en plus, mais ça je vais pas être trop longue non plus mais je pense de plus en plus. On est devenus tous et toutes très latouriens, mais c'est entre nous. Je trouve que la notion de modernité chez Latour, c'est quand même une compréhension très caricaturale de la modernité. La modernité, c'est globalement le technico-scientifique, c'est Descartes qui nous dit même pas nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, mais qui nous dit nous sommes les maîtres et les possesseurs de la nature. Et donc, j'ai lu Latour comme tout le monde, mais ça m'agace. Ça m'agace parce que au départ, j'ai quand même travaillé sur le XVIIIe siècle et sur la modernité, donc je pense que là, je résiste. Et du coup, je me demande de plus en plus parce que finalement, la position de Latour, c'est une position hégémonique. Elle redéploie l'hégémonie d'une certaine compréhension de la modernité. Et donc, je me demande de plus en plus si on ne devrait pas dire plutôt il y a des modernités. Si on dit il y a des modernités, à ce moment-là, on fait surgir contre le modèle hégémonique de la modernité, qu'on simplifie en plus de plus en plus, on fait surgir des modernités effacées, et d'une certaine manière, Morisot et le dialogue Manet-Morisot, c'est aussi une manière de faire surgir une modernité effacée. Et peut-être que le genre, mais bien sûr on pourrait penser d'autres registres que le genre, mais peut-être que l'analyse du pouvoir du genre, c'est justement un outil pour faire surgir des modernités effacées.
Et donc, c'est en ce sens-là que je lis la modernité, de plus en plus, en fait, au pluriel, d'une certaine manière. Alors, sur la suite, c'est-à-dire sur la déformation et sur le fait de refuser l'identité, ou en tout cas de sortir du recours à l'identité dans le domaine de la philosophie de l'art. Bien sûr qu'il s'agit d'un chemin, tout ça. Il s'agit d'un chemin qui mène d'une analyse de la désindividualisation à l'idée que finalement, il faut renouer avec une théorie critique du sujet pour pouvoir justement faire surgir des choses qu'on a effacées. Mais peut-être ce que je dirais, oui, alors la notion de déformation, j'avais plutôt en tête les textes de Deleuze et les textes de Deleuze sur la peinture de Francis Bacon. Mais bien évidemment, à nouveau, on pourrait avoir en tête aussi Merleau-Ponty, c'est vrai. Mais ce que je dirais, c'est que quand je fais une critique de l'identité, quand je fais une critique du sujet, peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est aussi, ça renvoie davantage à mon travail sur le Caire, mais aussi à mon travail au départ sur la philosophie britannique. Je crois que ce à quoi je tiens beaucoup, c'est la notion de relation. Et finalement, la notion de dialogue, l'importance du genre, c'est une manière de faire surgir des relations en essayant bien évidemment de sortir de tout modèle hégémonique de la relation. Donc voilà, donc c'est d'une certaine manière, c'est une critique de l'identité, c'est une critique du sujet, mais il n'en reste pas moins quand même quelque chose presque comme des sujets en relation. En tout cas, je ne sais pas s'il faut appeler ça des sujets, mais comme des possibilités, comme des expressivités plutôt, ou des expressions ou des créations en relation. Et donc, je dirais que ce chemin, il est rendu possible par la figure même de la relation et des relations. Et si on analyse la notion de relation ou la question des relations, eh bien forcément, on va faire surgir aussi tout ce qu'une relation peut porter de sensible, tout ce qu'elle peut porter, justement, par exemple en termes d'attachement, mais aussi parfois en termes de détachement. Enfin, l'idéal, ça serait aussi d'ouvrir après à une analyse de la relation. Mais merci beaucoup, parce que ta reprise est vraiment éclairante et intéressante pour moi. Merci beaucoup. Bem, antes de abrir para o público, eu gostaria muito de abrir para a discussão. Alors, avant d'ouvrir la parole au public, j'aimerais bien juste faire une remarque, parce que peut-être il ne s'agit pas de quelque chose d'inconscient qui vient et qui apparaît. Peut-être c'est par Foucault lui-même, n'est-ce pas? Parce qu'on on ne peut pas oublier que Merleau-Ponty a été le professeur le plus fascinant pour Foucault, et surtout quand Merleau-Ponty profère un cours à l'école normale, à la fac de lettres de Lyon à cette époque-là, et aussi à l'école normale supérieure de Paris à rue d'Ulm, sur l'union de l'âme du corps, chez Malebranche, Mendes-Biran et Bergson, qui a beaucoup inspiré, on sait très bien, beaucoup inspiré le premier projet de thèse de Foucault, et qui d'une certaine façon tout ce contenu est présent dans l'histoire de la folie à l'âge classique, évidemment. Alors peut-être ce n'est pas une chose inconsciente, mais peut-être cela passe par Foucault lui-même, n'est-ce pas? C'est juste une observação. Bem, eu não sei se alguém do público gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Ah, tem microfone, perdão. Obrigado. Bonsoir, d'abord, pardon, quelques erreurs, mais vous évoquez Deleuze-Guattari, et je voudrais savoir si on pourrait peut-être appeler leur philosophie, précisément la philosophie exprimée chez Qu'est-ce que la philosophie, comme philosophie impressionniste,
Donc, fondé au le même rapport avec les réels exprimé chez Monet, chez Morisot, chez l'impressionnisme en général, comme vous avez parlé, comme en philosophie critique de l'identité du sujet. Et une dernière chose, quand vous parlez de la relation de la philosophie britannique avec l'impressionnisme, si vous pensez à Hume et à la traité sur la nature humaine. Merci. C'est bien vu vos questions. La première, bien évidemment, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas argumenté. J'ai fait une petite incursion dans Deleuze et Guattari, mais oui, peut-être qu'on pourrait, on pourrait peut-être effectivement penser Deleuze et Guattari du côté de quelque chose comme une philosophie impressionniste. Ce serait pas faux. Parce que, en tout cas, à partir de la lecture que j'ai faite de l'impressionnisme, c'est-à-dire à partir de cette idée de l'hybridation, de la circulation, et cette conception-là de la réalité, je pense que ça pourrait se tenir, oui, ça pourrait se tenir. Alors après, j'ai pas, quand même, en tout cas en ce qui concerne Deleuze, c'est vrai que le paradigme de la peinture pour Deleuze, enfin l'objet, enfin le peintre qu'il a analysé, c'est vraiment Francis Bacon. Mais pourquoi pas et ça passerait peut-être, en tout cas chez Deleuze, par le rapport à Bergson. Et peut-être que le rapport à Bergson, il peut servir à inaugurer l'idée d'une philosophie impressionniste chez Deleuze, en tout cas. C'est pas idiot, c'est vraiment intelligent même. Après, oui, il faut que vous fassiez une thèse là-dessus. Hein. Sur David Hume, bien sûr. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma thèse de philosophie, il y a maintenant assez longtemps, c'était une thèse sur Shaftesbury, sur la philosophie britannique, mais c'était une thèse c'était une thèse sur les rapports globalement entre l'art et la politique, mais qui comprenait aussi tout l'apport de la philosophie écossaise de Hume et de Smith. Et en particulier, mais ça, je dirais depuis l'époque où j'ai passé l'agrégation, peut-être même depuis les années où j'ai travaillé pour passer Normal Sup, je sais plus. En tout cas, il y a un texte de Hume que j'ai toujours adoré, c'est dans le traité de la nature humaine, c'est le texte sur le moi, qui est justement une critique de l'identité, qui pose le moi comme étant toujours finalement une fiction que l'on constitue, alors même que la réalité du moi, c'est un tissu de perception. Et ce texte de Hume, qui est un texte vraiment qui pose une critique radicale de ce qu'on appelle en philosophie l'identité personnelle, c'est pour moi c'est un texte qui m'a toujours accompagnée et qui continue de m'accompagner. Donc bien évidemment, et d'ailleurs je l'ai cité à un moment, dans le livre, bien évidemment, ce texte-là, il est au cœur de cette critique du sujet comme identité personnelle. Donc, merci beaucoup. Mais alguma questão? Por favor. Por favor, Viviane. Merci. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je peux parler en anglais. Je m'appelle Ana Carolina. Vous avez parlé que Morisot était reconnu comme une grande artiste, une leader de l'impressionnisme au 19e siècle, mais elle a disparu de l'historiographie de l'art au 20e siècle. Et ça s'est passé avec des autres artistes, comme par exemple Camille Claudel, et aussi Elisabeth Assirani, etc. Et je voudrais savoir comment vous lisez, comment vous analysez cette question, cette passage de être reconnu dans son temps et être oublié de notre temps. C'est tout le travail des discours hégémoniques.
et de discours hégémoniques qui sont généralement en même temps des productions du masculin par le masculin. Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, de ma part, il y a eu un travail d'enquête. Ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. C'est un petit livre, mais en fait, j'ai passé à peu près 5 ans parce que j'ai aussi commencé, repris, recommencé. Au début, donc, c'était un livre sur Manet. Et puis, j'avais prévu de faire un livre sur Manet. Et puis, j'ai vu, donc, en 2019, au musée d'Orsay, vraiment la splendide exposition Berthe Morisot, qui était une exposition incroyable. Et où on voyait... Parce qu'en plus, c'était une exposition très bien construite thématiquement et on avait vraiment, à ce moment-là, une vision vraiment de l'œuvre de Morisot. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas possible que je fasse un livre sur Manet. Et à ce moment-là, je suis allée de manière plus obsessionnelle, on pourrait dire, et je suis allée regarder... les différentes histoires de l'art entre, disons, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, j'irai à peu près jusqu'aux années 1920, 1925. En 1925, il y a une monographie d'ailleurs qui sort encore sur Morisot. Et puis, j'ai vu que petit à petit, Morisot, elle disparaît des histoires de l'art, de plus en plus, au cours du 20e siècle normalement où on progresse. Enfin, voilà, c'est l'image en général du 20e siècle. Et après, je me suis rendu compte aussi que la plupart des philosophes, des sociologues qui s'étaient intéressés à Manet, faisaient en fait dans leurs textes de Morisot une muse. Et même si on prend le travail volumineux de Bourdieu, qui est quand même un travail de mise en relation de Manet. Attention, c'est pas un travail... d'une certaine manière, Bourdieu, il essaie de défaire le cas Manet. Mais il le défait quasiment sans Morisot. Et c'est quand même très étrange. C'est très étrange parce que quelque part, c'est pas volontaire. C'est seulement que l'état de l'art est tel que on continue à... Et donc, comme vous le rappelez, c'est pas seulement Morisot. Alors, je pense quand même que dans le cas de Morisot, c'est quand même particulièrement intéressant. Parce que Morisot, elle est vraiment très reconnue au moment de l'impressionnisme. Et elle est vraiment très lucide sur ce qu'elle peut faire et sur ce qu'elle ne peut pas faire. Et par exemple, elle finit par se marier avec le frère de Manet, mais elle se marie parce qu'elle n'a pas trop le choix quelque part. Mais en même temps, elle se marie avec quelqu'un de bien façon de parler, qui va quand même s'occuper de ses expositions de peinture, qui est un peintre du dimanche, qui est le frère d'Édouard. Donc, d'une certaine manière, elle est très réfléchie, je pense, dans ce qu'elle peut faire à l'intérieur d'une société des conventions, qui est l'état de la société française au XIXe siècle. Une femme bourgeoise au XIXe siècle qui, de surcroît, devient peintre, eh bien, elle ne peut pas ne pas se marier. Donc, je pense que Morisot, elle est quand même extrêmement lucide sur les écarts par rapport aux normes qu'elle peut accomplir. Elle les accomplit et c'est comme ça qu'elle est reconnue comme impressionniste. Le cas de Camille Claudel est quand même très différent. Mais à chaque fois, il y a la production d'un discours simplificateur, hégémonique, caricatural, qui fait oublier de toute façon les détails de l'histoire. Et cela dit, ça ne concerne pas que la question du genre, bien évidemment. Ça concerne aussi des questions qui ont à voir avec la classe, avec les oubliés de l'histoire sociale. Ça concerne, et qui ne sont pas seulement des femmes, ça concerne aussi, bien sûr, ce que l'on peut appeler, entre guillemets, les questions de race, les questions d'esclavage, etc. Donc, si vous voulez, je pense que ça incite à reconsidérer, bien sûr, la catégorie de l'archive, mais bien d'autres personnes l'ont fait, comme a pu le faire, par exemple, quelqu'un comme Arlette Farge, justement, et bien d'autres. Et puis... ça incite en tout cas à introduire, en tout cas en ce qui concerne Morisot, Camille Claudel et d'autres, la nécessité d'une histoire de l'art féministe, mais aussi d'une philosophie de l'art féministe.
Voilà. Et c'est quand même ce qui se déploie actuellement. Mais c'est une nécessité du point de vue de la vérité du savoir. C'est pas seulement, c'est bien sûr que le féminisme, c'est aussi une affaire militante, et heureusement, mais c'est aussi une affaire qui a à voir avec le savoir lui-même et avec une démarche de vérité. Je sais pas si... Uma questão? Tem microfone ali, ó, Marga. Excusez pour mon français. Non, mais vous, oui, c'est moi qui m'écris. Je suis Margaret Rago de l'Université de Campinas. Et excusez-moi, je ne veux pas faire une question. Je voudrais seulement vous raconter, parce que une petite chose à tout le monde, parce que Brésil, c'est le pays de la musique. Oui. Nous sommes bien connus par la... Et voilà un chanteur merveilleux. Oui, c'est ça. Non, il ne faut pas chanter maintenant. Il n'y a pas de rémunération pour le chanteur. Non, je vais vous raconter seulement une petite chose. Si vous demandez à quelqu'un combien de compositeurs femmes de la musique brésilienne vous connaissez, les gens vous répondront 5. 5 noms. Chiquinha Gonzaga, pareil. Rita Lee, Maísa Matarazzo, Dolores Duran, Betânia, 5. Une des professeurs à l'UNICAMP a découvert 8000 du 19e siècle aux années 60. 8000. Et elle a perdu avec tant de femmes. Et elle nous a raconté que beaucoup de chansons que nous chantons, nous ne savons pas qui a composé, e c'est une femme. Por exemplo, a música Fama. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Se meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. 1940. Ah, c'est éloquent. C'est seulement ça. C'est éloquent et ben, je suis enchantée de faire votre connaissance en l'occurrence. Non, mais c'est intéressant, c'est que moi-même, je citerai cette histoire de Caro. C'était Caro. C'est incroyable. Parce que c'est incroyable, c'est la même chose. Ah, não. Mais alguma questão? Alguma história, talvez? Porque eu me lembrei dessa história da Margarete, que é da Caro, né, da pesquisa da Caro, excepcional. E quando se fala do apagamento da Morizot, eu me lembrei muito da pesquisa da Caro na música. Excelente, excelente. Excelente. As escritoras do século XIX que ninguém conhece. E não estamos Ah, mais alguma questão? Ah, por favor, Serge Pogan, alors? Merci beaucoup Fabienne. Je suis vraiment très content de t'avoir écouté aujourd'hui. Je me demandais quel est le lien de ces travaux sur l'art avec les autres travaux que tu as menés. Et en t'écoutant aujourd'hui, j'ai compris ce qui t'habite, ce qui constitue finalement le fil conducteur de tes recherches. Et donc nous aurons l'occasion d'en reparler lundi, tu l'as annoncé, lors de notre notre échange à l'UNESP. Mais je voudrais là aussi t'inviter à faire un pas de plus, en quelque sorte, un pas de plus vers la sociologie. Parce que finalement, tu pars d'une démarche philosophique que je comprends tout à fait, bien entendu, en raison de ta formation, mais tu vas véritablement sur le terrain des sociologues. Ouais, c'est vrai. Dans la mesure où tu mets en avant la dimension de la relation. Et les sociologues, finalement, face à la question du génie, vont essayer de sociologiser le génie. Comme on pourrait sociologiser l'intelligence. L'intelligence, c'est une création, c'est d'une certaine manière une construction sociale, puisque l'intelligence naît dans les relations qui la rendent possible. De même, le génie. Et donc, la question que je me pose, c'est finalement, n'y aurait-il pas intérêt à aller finalement aussi utiliser les concepts de la sociologie, le concept de socialisation, par exemple. Comment se construit finalement le génie dans ce processus de socialisation.
qui rencontre inévitablement d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres influences. Comment se constitue finalement cet habitus dont parle Bourdieu, qui est un habitus créateur, mais qui est aussi le produit d'une influence de relations. Et donc, c'est une invitation à poursuivre le débat avec des sociologues. Voilà. Ah oui, non mais Serge, oui, mais ta remarque, elle est vraiment bienvenue parce que en fait, quand j'ai fait ma thèse en philosophie de l'art, ce qui était vraiment très populaire à l'époque dans le champ de la réflexion sur l'art, c'était vraiment la sociologie, effectivement, bien sûr, celle de Bourdieu, mais bien d'autres. Et en particulier dans ma thèse, la philosophie anglaise et écossaise du XVIIIe siècle, dans les rapports entre l'art et la politique, j'ai beaucoup lu avec la distinction de Bourdieu. Et puis j'ai toujours vraiment trouvé très pertinente, contrairement à beaucoup de philosophes, la critique que Bourdieu fait du désintéressement conscient. J'ai toujours trouvé que c'était excessivement juste. Mais ce qui s'est passé après, c'est que je pense que j'ai voulu... comment te dire ? Je pense que... Après, mes travaux sur l'art, je les ai un peu laissés de côté à un moment. J'ai travaillé sur l'éthique du Caire, la politique du Caire, la théorie féministe. Et là, j'ai assez travaillé avec une certaine proximité avec la sociologie autour de la relation sociale. Mais tu as tout à fait raison. cette question de la relation dans le domaine de l'art, hein, bah oui, il faudrait que je la sociologise, et en particulier sur la notion de génie. C'est évident que ça serait extrêmement pertinent. Donc à la fois la sociologie de l'art et Merleau-Ponty, voilà mon destin. Mais alguma questão? Oui? Merci de votre présence ici chez nous. J'aimerais savoir quelle est la relation qu'on peut établir entre les démodernités qui apparaissent chez Monet. Par exemple, dans les tableaux l'herbe dans le déjeuner. Ah, le déjeuner sur l'herbe. Le déjeuner dans l'herbe, oui. Est-ce que c'est possible d'établir des relations sur la réalité entre les démodernités qui apparaissent dans ces tableaux? Alors, j'espère que je comprends bien votre question. Ce que vous me dites, c'est globalement quel rapport à la modernité dans le déjeuner sur l'herbe et quel type de relation? C'est-à-dire, moi, je vois que dans les déjeuners sur l'herbe, il y a au fond un autre tableau. Oui. Et alors, c'est ça. Ça y est. C'est une autre modernité qui apparaît. Oui, alors bien sûr, sur Manet, oui, Giorgione, c'est-à-dire que concernant Manet, en ce qui concerne le déjeuner sur l'herbe, mais en ce qui concerne bien sûr aussi Olympia, il y a un rapport à la tradition picturale. C'est-à-dire que le déjeuner sur l'herbe, ça renvoie effectivement à un tableau de Giorgione, et l'Olympia, ça renvoie aussi à un tableau en fait de Titien, la Vénus du Titien. Donc effectivement, ça c'est pas du tout quelque chose que j'ai repris aujourd'hui, mais bien évidemment chez Manet, on pourrait dire qu'il y a un rapport à la tradition. En tout cas, il y a un rapport à une histoire de la peinture, y compris, il y a aussi son amour pour Velázquez. Et le moment où il va au Prado, en Espagne, et le moment où il dit Velázquez, c'est pour moi le plus grand peintre de tous les peintres. Donc, bien évidemment, ça interroge la notion de modernité. Ce que je dirais là-dessus, c'est que chez Manet, il y a toujours une déformation de la tradition. C'est-à-dire que, sans doute, par exemple, c'est peut-être encore plus vrai pour l'Olympia. Je pense que peut-être que quand Manet
présente Olympia, que tout le monde en rit, que tout le monde s'en moque, que tout le monde dit c'est un tableau non fini, le corps blanc d'Olympia, il est moche, etc. Sans doute que lui, Manet, ce qu'il a en tête, c'est qu'après tout, il est reparti de la Vénus du Titien. Mais le problème, et on pourrait dire la même chose sur le déjeuner sur l'herbe, mais le problème, c'est qu'il déforme complètement, il fait autre chose. Donc, c'est ça la modernité. Peut-être que dans le déjeuner sur l'herbe et dans Olympia, peut-être que la définition de la modernité, c'est une déformation de la tradition, c'est une déformation de la peinture, c'est... Peut-être qu'il faudrait... Voilà, c'est peut-être le concept de déformation, là, qui serait peut-être pertinent. Et c'est pas tout à fait la même chose que Baudelaire. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose que Baudelaire lorsqu'il pose la modernité comme une héroïsation du présent. Ce que j'ai vraiment voulu dire, c'est que la modernité chez Manet, elle est beaucoup plus à penser du côté de la déformation. Et ça, c'est pas une notion très baudelairienne. Enfin, il me semble. Enfin, en tout cas, ça se discute. Uma última questão, talvez, se houver ou não? Sim? Tem microfone ali. Merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Je voudrais savoir comment vous pensez son travail vis-à-vis du travail de J.J. Clarke. Quelle est la nouveauté que vous introduisez dans votre recherche qui n'a pas été compris par Clarke dans son œuvre que je considère extraordinaire sur Manet? Vous pensez à l'invention de la vie moderne, oui. Et la discussion et l'analyse qu'il fait de Olympia. Alors, comment vous dire, j'ai pas exactement cela en tête. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'on peut pas le comprendre uniquement avec la notion peut-être de déformation, que ça serait pas très très pertinent. Après, je suis pas sûre de pouvoir répondre plus précisément là-dessus, que peut-être, peut-être, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui surgit alors, c'est l'idée que dans la peinture de Manet, il y aurait quelque chose comme un dispositif, peut-être, et que précisément, ce qu'il s'agit d'interroger, c'est cette notion de dispositif de la peinture. Peut-être je dirais ça. Mais je suis pas tellement allée de ce côté-là. Et pas du tout même, alors que c'est souvent ce qu'on travaille aujourd'hui dans l'histoire de l'art, quand on travaille la postérité de Manet, on travaille beaucoup ça, et puis on reprend aussi la manière dont on peut analyser du coup le bar aux Folies Bergères comme étant aussi un dispositif de la peinture, etc. C'est vrai que moi je suis pas du tout allée de ce côté-là, et que je suis pas trop sensible à cette perspective-là, parce qu'il me semble, parce que je suis pas allée dans ce sens-là. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait chez Manet, mais comme chez Morisot, une nouvelle appréhension de la réalité. Donc, en ce sens, je pense que c'est assez différent. Mais bien évidemment, ça c'est toute une tradition contemporaine d'appréhension de la peinture de Manet qui est extrêmement pertinente. Mais c'est vrai que c'est pas là que je voulais aller en tout cas. Bem, eu retomo a palavra para agradecer novamente a todas e a todos que estão aqui, agradecer ao Alex, querido, a toda a equipe, a José Lira, e agradecer sem dúvida a Fabienne Brugère. E Fabienne Brugère, para quem tiver interesse, continua conosco no Brasil, em São Paulo.
até o fim do mês. Ela está aqui num programa que é uma cátedra franco-brasileira, numa parceria entre a Embaixada da França e o Instituto de Artes da Unesp. Assim, quem tiver interesse, o professor Fabienne Bruguère continua nessa cátedra intitulada Art, Esthétique et Société. Amanhã há uma aula às 17 horas, 5 heures de l'après-midi, 5 heures, tu donnes cours demain, n'est-ce pas? Bem, então, semanalmente há essas aulas. Amanhã há uma aula às 17 horas no Instituto de Artes da Unesp, que fica na Barra Funda, não sei se vocês conhecem, ao lado do metrô, é muito fácil o acesso. E se eu bem entendi, il y aura une discussion avec Serge Pogan lundi. Là, c'est lundi de 14 à 16 heures. Aussi également a Barra Funda. Então, Instituto de Artes também, segunda-feira de 14 às 16. Das 14 às 16 também no Instituto de Artes, uma discussão entre Fabienne Bruguère, um diálogo, e Serge Pogan, da Sociologia. Talvez continuando a convidar Fabienne Bruguère a ir à sociologia, a visitar a sociologia. Voilà, je vais faire attention. Assim, muito, muito, muito obrigado a todos e a todas por essa excelente noite.